Le maire Niek, nous parlons de cette lutte contre la corruption depuis de longues années. Nous n'allons pas revenir pour faire comprendre qu'il s'agit justement d'une lutte qui avait été lancée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et il y a un peu plus de 2 décennies. La lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de deniers publics. Pour l'heure, où en est-on? Cette lutte a évolué, cette lutte a porté les fruits, c'est le statu quo, ou alors, comme disent certains, elle n'a même pas encore commencé. Parfois ici, la lutte a commencé selon Paul Biya en 82. Le principe, non, le concept de rigueur et modération veut dire lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. C'est ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que le président qui appartenait à ce système depuis 62, 20 ans plus tard, savait quel était le véritable mal de ce. Même s'il n'était pas visible, il le voyait. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'il parle de rigueur en 82. Maintenant, lorsqu'on peut combattre un concept, on le définit dans son contexte. On voit les implications, les conséquences avant d'imaginer les moyens de se battre. Si tant est que c'est le cas. La corruption que moi je comprends comme étant le fait pour quelqu'un ou un groupe d'utiliser une parcelle de pouvoir, le pouvoir dont il est dépositaire à des fins personnelles, notamment soit pour s'enrichir, soit pour c'est pas moi, vassaliser les autres pour autre chose. C'est quelque chose de très grave. Parce que dans le détournement, il y a corruption. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce que le Cameroun a fait depuis? Le Cameroun est resté dans la littérature. Ah bon? Bien sûr. La véritable littérature. Comment ça, la véritable littérature? C'est-à-dire mettre sur pied les instruments. C'est la littérature. Mais on a vu des personnes qui ont été interpellées, puis incarcérées. On ne peut pas dire que c'était de la littérature. Non, c'est de la littérature. Je vous dis pourquoi. Tant qu'une lutte n'est pas systématisée, c'est de la littérature. Ça veut dire que nous sommes comme 2 voleurs. On ne découvre que ce voleur que le jour qu'on m'a arrêté. Non. Alors qu'on sait chaque jour. Parfois ici, lorsque vous êtes maire, pour détenir l'argent, vous ne pouvez pas agir seul. Lorsqu'on prend le maire, on laisse le receveur ou l'inverse. Ça veut dire que la route n'est pas systématique. On va régler un compte politique au maire, ou peut-être un compte administratif au receveur. C'est ça que je parle. Vous imaginez comment on peut s'approprier d'1 milliard de francs dans une entreprise même publique? Seul, vous ne pouvez pas. Il y a eu pire que ça. Où le conseil a approuvé les comptes du DG la veille, on a nommé membre du conseil, DG à la place du DG. Vous voulez que c'est l'entreprise? Donc la réalité c'est que le président a un concept. Mais comme le président reste dans le stratégique, que l'opérationnel est géré par d'autres personnes, dans le caractère opérationnel, on gère les comptes. Parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'un conseil d'administration approuve les comptes d'un DG, le matin. Et qu'on enlève le même DG pour détournement et on nomme un membre du conseil. Ça ne s'explique pas. On devrait mettre tout le conseil en prison aussi. Parce que le conseil ne peut approuver des comptes qui sont faux. Mais il les approuve quand même. On enlève le DG le lendemain pour détournement et on nomme un membre du conseil. Donc c'est autant de choses qui veut dire que aujourd'hui, je pense que ce qui est fait est fait. Mais les résultats également nous permettent de comprendre les moyens qu'on a mis. 41 ans plus tard, les détournements se sont accentués. Mais c'est là qu'il y avait un problème. Le président Paul Biya qui venait en 82, l'une de ses phrases choc était justement la rigueur et la moralisation. 41 ans plus tard, vous-même vous le dites à Mondovision, la corruption, les détournements des deniers publics se sont empirés. La faute à qui? C'est le président lui-même qui le dit. La faute à qui? Lorsqu'on met un système en place, il y a 3 choses. Il y a la conception que j'appelle la stratégie. Il y a la mise en œuvre que j'appelle l'opérationnel. Il y a le suivi et évaluation. Voilà les 3 niveaux de l'analyse. On peut concevoir un bon système, choisir les mauvaises personnes pour le mettre en œuvre. Et évidemment, à l'évaluation, on va se rendre compte que tout a échoué. On peut également concevoir un bon système, mettre les bonnes personnes, ne jamais évaluer et se rendre compte 40 plus tard que en fait, les gars faisaient du mauvais travail. Mais, à contraire, on peut également prendre un mauvais système. Les gens qui sont chargés de la mise en œuvre vont certainement mal mettre en œuvre. Et l'évaluation ne se passant pas, on ne va jamais revenir au début pour savoir que c'était même pas à mettre en œuvre. Donc la réalité c'est que nous sommes restés dans des fortes proclamations politiques
Mais la lutte elle-même, n'étant pas systématisée, elle n'est pas efficace. C'est pour ça que, en volant, on juge les voleurs. Merci. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Samuel Mbonjok, selon le maire, on est resté dans la littérature. Entre-temps, quand même, nous avons eu plusieurs organismes au Cameroun qui luttent contre la corruption, qui luttent contre les détournements des deniers publics. On peut citer jusqu'à demain matin, je vous aide à citer la CONAC, l'ANIF, la Chambre des comptes, le contrôle supérieur de l'État, sans oublier toutes les autres cellules, toutes les autres cellules de lutte contre la corruption basées dans tous les départements ministériels du Cameroun, avec toutes ces mesures. Est-ce qu'on peut dire qu'on est resté dans la littérature? Ben, c'est ce que vous avez expliqué, l'ancien maire qui était un gestionnaire, bien sûr. Qui fut un gestionnaire, donc qui est plus compétent pour en parler que lui. Non, je crois que nous-mêmes, de notre casquette de journaliste, nous suivons toute cette actualité au quotidien. La CONAC, si vous posez la question à n'importe qui suit de très près, c'est une coquille vide. Non, n'a aucun pouvoir de coercition. Mais oui, effectivement. Non, mais c'est ce qu'on appelle la coquille vide. Ça a été conçu. Elle a été conçue. Elle l'enquête et elle rencontre et s'arrête là. Voilà. Non, quand je parlais de coquille vide, c'était pour dire qu'elle n'a aucune force de répression, de coercition sur ses propres rapports. Et quand vous posez la question au président de la CONAC qui vous dit que j'ai fait les rapports, j'ai envoyé à qui de droit. Et je m'arrête là. Il y a même une histoire avec la CONAC, c'est-à-dire qu'on donne souvent des résultats de leurs rapports, peut-être 2 ans après. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur cette affaire? On s'est toujours interrogé. C'est-à-dire que nous sommes en 2023, la CONAC a invité des journalistes pour leur donner le rapport de 2021. 2021, oui. Je crois qu'ils ont fini par se... Je crois qu'ils ont... Oui, ça arrive. Je crois qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés à se rattraper. Parce qu'avant, il y avait un retard sur la production des rapports, mais à date, nous avons déjà le rapport de 2022 qui a déjà été présenté. Bon, maintenant, est-ce que ce rapport, il est vraiment global? Parce que c'est un rapport qui, vu la limite des moyens de la CONAC, parce que c'est aussi des moyens limités, vu la difficulté que la CONAC elle-même a à faire exécuter ses propres missions. C'est-à-dire qu'il y a des administrations, lors des rapports qui sont présentés par le président Dieudonné Massigams, il y a des administrations qui refusent carrément d'envoyer les informations à la CONAC. Et cela est bel et bien mentionné dans le rapport. Mais n'ayant pas de force de répression ou de pression, elle ne peut se contenter que de des administrations qui envoient les éléments dont le rapport est déjà très très partiel. Hein? Et ça ne prend pas en compte tout ce qui est fait. Maintenant, la NIF, le contrôle supérieur de l'État, dernièrement, on était encore au SAGO, le Centre de l'action gouvernementale, où j'ai assisté à la conférence donnée par Madame le ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État, qui a essayé d'expliquer ce qu'ils font au quotidien pour sensibiliser et compter sur la bonne foi des gestionnaires, sur la formation, pour essayer de réduire un peu. C'est pour ça que le maire, vous parlez de la littérature, parce qu'en réalité, la lutte contre la corruption ne doit pas être simplement un élément de texte, mais un élément ou alors une batterie d'institutions. Ça doit être un système qui est complet, c'est-à-dire qu'on va de l'investigation, des faits, on va de la récolte d'informations à l'analyse, à l'investigation, en conclusion, également jusqu'à la saisine des institutions judiciaires. Mais vous avez dit qu'on a arrêté certaines personnes aujourd'hui qui sont en prison, mais on les a arrêtées sous le couvert de quoi? Parfois ce n'est même pas sur la base des rapports de la CONAC. Donc parfois c'est pas sur la base non, je veux dire que c'est assez difficile de le dire, parce qu'au quotidien, parlant même de la grande corruption, qui est la corruption que nous vivons à notre petit niveau, les institutions comme la police, la gendarmerie, allez-y voir comment ça se passe avec les équipes qui sont sur les axes routiers là. Mais vous voyez, les 500 et 1000 francs se donnent devant tout le monde.
devant tout le monde, vous voyez, on arrête un bus, il faut fouiller les gens pour le cas d'identité. Et vous voyez un peu de 5 à 10 personnes qu'on prend là qui n'ont pas de pièces. Et puis il faut lui donner 2000. Parfois, les mêmes monsieur remontent dans le bus. Et puis on continue. Sur le il y a des pièces. Vous comprenez que quand on a ça. Sur l'axe lourd, quand on a ça, parfait ici, on comprend que nous ne sommes pas proches de sortir de l'auberge. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de répression. Et dans les administrations publiques, alors, mais ce n'est que ça, monnaie courante. Les gens ont les 45 000 francs de salaire par mois comme les agents de l'État. Pour qu'ils vous traitent un dossier, il faut que vous leur donnez un plat de nourriture à midi. Il faut qu'ils aient leur argent de transport pour rentrer. C'est difficile de lutter contre la corruption dans un contexte pareil. Je voulais justement poser cette préoccupation à Fadimatou. Fadimatou, lorsqu'on regarde quand même les salaires des employés et des agents de l'État au Cameroun, les salaires sont suffisamment bas. Dans un tel contexte, est-ce qu'il est facile pour ces agents de l'État de résister face à des actes de corruption ou même des détournements des deniers publics? Ce problème du salaire, franchement, ça fait partie des causes structurelles de la corruption. Quand on va dans les causes structurelles, le salaire, la contrepartie du travail. On voit, je parle des causes structurelles. Quand ils sont bas, la corruption. Lorsque les salaires sont bas. Non, lorsque le travail lui-même est bas, le salaire doit être bas. C'est ça le problème. Vous voulez faire comprendre un ne travaille pas d'abord, c'est ça? Posez-lui la question. Allons-y, Fadimatou. Ils sont très peu qui travaillent véritablement. Chacun dit ce qu'il connaît. Lorsque les salaires sont bas, ça fait partie des causes. Et on peut dire que parfois l'agent est aussi à la exposé à la vindicte populaire. C'est vrai que la corruption ne saurait être encouragée dans ce monde-là. Mais l'une des causes aussi, quand on voit tout ça, c'est la pauvreté, le savoir-vivre, la moralisation, tout ça, le manque d'éthique et autres. Mais on ne saurait se substituer à cela. Toujours est-il que la corruption n'est pas une bonne chose. Mais obtenir une faveur ou bien, je veux dire une faveur moyennant quelque chose n'est toujours pas bien. Il faut faire son travail. Faire son travail, quitte à ce que la personne vienne te dire merci. Mais pas exiger cela. La corruption, les salaires bas. En entrant dans la fonction publique, on savait déjà que les salaires étaient là comme ça. Est-ce qu'on avait le choix d'entrer ailleurs? On a toujours le choix dans la vie. La fonction publique n'est pas le seul endroit où on peut employer les gens. Il y a aussi le secteur privé. C'est facile d'être admis dans ce secteur privé. Aujourd'hui, je comprends quand mon champion demande à ce que les gens s'auto-emploient. Parce que la fonction publique ne saurait satisfaire les besoins de tous. Il y a un problème dans ce sens-là. Alors, il faut chercher à diversifier nos gagne-pains. Et si tout le monde venait juste à la fonction publique, non. La fonction publique, on va dire aujourd'hui, c'est à peu près comme le sacerdoce. Même dans le privé, il y a la corruption là-bas. Ah, bien sûr. Oui. Mais j'ai pas fini. Laissez-moi finir parce qu'apparemment, ils ont trop à dire quand je parle. Donc, et il y a ce problème-là qu'on devrait de plus en plus combattre. Cela fait partir un peu de notre image, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Nous avons la corruption n'est pas seulement un problème particulier à un pays, mais aussi c'est un problème général. Mais chaque État devrait, en principe, se battre comme le fait déjà le Cameroun pour ne pas tomber dans les... Le Cameroun se bat Il se bat très bien quand vous voyez la CONAC. Quand vous voyez la CONAC travaille. Quand vous voyez la NIF travaille. Ils envoient régulièrement leurs rapports. Et en plus donc, de ça... le travail, c'est d'envoyer les rapports. Mais ils enquêtent. Et après avoir enquêté, les dénonciations, ils n'ont pas un pouvoir coercitif comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça c'est vrai. Et ça sert donc à quoi? D'enquêter, d'envoyer des rapports. Et finalement, madame, je vous pose une question, ça sert à quoi? D'enquêter, d'envoyer des rapports et après, on prend les mêmes rapports, on jette dans la première poubelle. Non, c'est pas comme ça.
par exemple, quand la Chambre de comptes vient faire son... Il essaye aussi de voir, on essaye de voir les... Les enquêtes et les rapports de la CONAC, on a interpellé combien de personnes au Cameroun? On a interpellé plusieurs dans ceux qui sont en prison, là, est-ce que... C'est du fait de la CONAC? Non, est-ce qu'on les a interpellés juste parce qu'il fallait les interpeller? La CONAC est allée enquêter au secrétaire général de la présidence de la République. J'ai entendu quelqu'un dire ici que quand on vient le pour prendre, on prend juste la tête, on laisse... Non. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis avec toute une chaîne de personnes. C'est que comme ils ne sont pas populaires, on n'expose pas souvent. Beaucoup sont acquittés, hein, au tribunal criminel, c'est ça, beaucoup sont acquittés là. Mais ça c'est normal parce que quand on dénonce... Si on dénonce quelque chose, c'est normal. Le tribunal est fait pour ça. Si on dénonce quelque chose et que par la suite tu viens avec des preuves que voilà, ça tu n'étais pas là-dedans, c'est normal qu'on t'acquitte. Merci beaucoup. C'est normal. Pierre Bleriot-Niémec, 41 ans plus tard, nous parlons toujours de la lutte contre la corruption au Cameroun, de la lutte contre les détournements des deniers publics. Est-ce qu'il ne faut pas dire que ces deux luttes-là, au regard de cette piétine? Vous permettrez que je vous présente l'image du Cameroun, ensuite que je fasse rapidement une analyse. Allons-y. Un homme dans la force de l'âge avait fait un très grand champ de cacao sur plus de 100 hectares. Quand il était jeune et fort, il avait la possibilité chaque semaine de visiter toute sa cacaoyère. Il voyait dans l'état et il voyait lorsque quelques riverains tentaient d'entrer dans sa cacaoyère pour y prendre quelque chose, il allait prévenir que j'ai vu que tel riverain a essayé d'entrer, que ça s'arrête là. Au fil du temps, cet homme a eu des enfants. Ces enfants ont commencé à s'acoquiner avec les riverains et à faire la cour aux femmes des riverains et autres, à céder des portions de sa cacaoyère à son insu. Fatigué, cet homme ne pouvait plus faire le tour du champ. Et ses enfants venaient lui dire constamment que le champ se portait bien et qu'il visitait le champ pour lui et que tout était bien, que les récoltes étaient au beau fixe. Cet homme avait donc pris l'habitude d'écouter ce chant-là de ses enfants. Un jour, il a appelé ses enfants pour que ses enfants lui rendent compte de l'état de la production. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de champ. C'est l'image du Cameroun. Le champ avait disparu. Donc, et là, vous parlez du Cameroun. C'est exact. Voilà cette grande cacaoyère. Voilà ce qui s'est passé. Alors, maintenant, est-ce que nous aurons un Messie qui va reconquérir la cacaoyère? Il y a un rapport que j'ai lu qui fait remarquer que en quelques années, les Camerounais ont détourné, et ça c'est un rapport sorti de la DGI, plus de 8 000 milliards. Le budget actuel du Cameroun, c'est à peu près 6 000 milliards. L'argent du contribuable se trouve entre les mains de certains Camerounais à plus de 15 000 milliards. Ces Camerounais sont vivants. C'est vrai, ils ont des doubles nationalités pour la plupart, mais leurs noms sont des noms camerounais. C'est-à-dire, ils s'appellent qui Essama, qui Niémec, qui ainsi de suite. C'est des noms camerounais. Ils ont pris cet argent. Le président actuel de la République n'est pas celui qui a commencé à lutter contre la corruption. On a menti aux gens qu'à l'époque d'Ahidjo, les ministres et autres ne volaient pas. Non. Les ministres du président Ahidjo volaient beaucoup. Et le président Paul Biya, qui était l'un de ses ministres, voyait les autres voler et ça l'énervait. Qu'Ahidjo ne voyait pas. Parce que ses ministres étaient plus futés qu'Ahidjo. Le président Paul Biya, ayant vu les manœuvres de ses ministres, s'est promis de les traquer s'il venait à diriger le pays. Seulement en 82, dès que le président Paul Biya prend la direction du pays, les ministres voleurs orchestrent un faux premier coup d'État en 83, coup d'État manqué. Et ensuite, en 84, pour purger le régime, ils ont encore inventé une vérité que les Camerounais sauront plus tard. Parce que jusqu'à présent, la vérité n'a pas été dite aux Camerounais sur le coup d'État de 84. Ceux qui ont organisé le coup d'État de 84 sont encore dans le régime. Et c'est encore eux qui tirent les ficelles. Ils ont organisé ça pour faire peur au président Paul Biya. Et depuis que Paul Biya est entré dans la peur et quelquefois la torpeur, ils ont eu le temps de vendre toute la cacaoyère. Et c'est les mêmes qui se préparent à vous dire qu'ils veulent à tout prix que l'enfant de Paul Biya lui succède. Parce qu'ils savent que lui n'a même pas eu le temps de connaître la cacaoyère, qu'ils ont déjà vendue en entièreté.
Et donc, ils vont lui remettre un cadeau totalement empoisonné. Voilà votre pays. Voilà à quoi il ressemble. Voilà la réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai demandé à Pierre Blériot de me parler de la corruption. Lui m'a parlé de la cacaoyère. C'est de ça qu'il est question.